Bonjour mes beaux humains et mes belles humaines en processus. Bienvenue dans ce nouvel épisode Entrevue avec Claude Legendre. Je ne sais pas si vous avez la chance d'être abonné à sa page, à ses publications Facebook, les aventures d'un homme en cavale. Donc, je vous l'introduis. Tout d'abord, je veux dire que j'adore lire tes textes. C'est une excellente façon pour moi de revisiter d'anciens apprentissages, puis de faire remonter à la surface. Des fois, ils sont loin dans ma mémoire, puis ils remontent à la surface grâce à la lecture de tes textes. Puis aussi, je fais des nouveaux apprentissages, bien sûr. Puis là, ça vient de dire dans le coin que mon Internet est instable. Ça m'a déstabilisé dans mon introduction. Parce que je peux prendre le temps, un petit moment aussi, de dire que je suis en train d'upgrader, je suis en train de développer des nouvelles compétences, puis c'est ma première fois que j'enregistre à distance, à l'aide d'un logiciel informatique, puis que ça va permettre d'avoir un visuel, puis de pouvoir le mettre sur YouTube. Pour élargir. Donc, je prends aussi le temps de... Et ça me rend un peu fébrile, mais j'ai pris le petit temps pour me déposer avant m'a aidé à me recentrer. Alors, que je t'introduisais sur tes écritures, mais je vais y revenir parce que tout d'abord, je veux prendre un temps pour remercier Julie Brunet, mon amie et fidèle auditrice, qui m'écoute, qui écoute tous les épisodes puis qui prend le temps de les commenter à chaque fois ou presque. Je trouve ça vraiment précieux. Je la remercie parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert ton écriture. C'est elle qui t'a mis sur mon chemin. Donc, merci pour ça. Puis je veux aussi souligner la simplicité de comment tout ça s'est fait. C'était la semaine passée. J'étais en train de dîner au travail, puis j'ai fait comme, bon, ça va être qui ma prochaine personne en entrevue? Hey, ça pourrait être Claude Legendre. Là, je t'ai écrit un beau texte quand même, je pense, pour te dire, hey, je fais un balado, j'invite les gens à venir se partager, puis je trouverais ça le fun que tu viennes te partager. Tu sais, je trouve ça... Mais j'ai aussi dit que tes textes me faisaient vivre, puis tout de suite, t'as dit oui. Puis, à toutes les fois, je suis comme encore à ce jour fascinée d'avoir autant de oui. Puis je me sens toujours portée par la vie. Puis là, quand j'ai fait la pré-entrevue, je t'ai expliqué comment on en avait fonctionné. Puis là, on a fait une pré-entrevue. Puis là, tu m'as dit, je t'ai rendu là dans mon processus. Je me disais que justement, j'allais partager mon histoire, puis mon parcours sous peu. C'est comme si la vie nous avait donné rendez-vous. Ouais. Fait que, tu sais, quand c'est plus grand que nous. C'est plus grand. Fait que merci d'avoir accepté, puis merci la vie de nous avoir amenés sur la route l'un de l'autre. Alors, j'ai le goût de commencer en lisant un de tes textes pour t'introduire, dans le fond. Puis je trouve que il est quand même lié avec la mission de Humain Humaine en processus. Le texte que j'ai choisi, on l'a choisi ensemble. En fait, j'hésitais entre plusieurs, puis tu m'as aidé à choisir. Alors, ça va comme suit. Alors, tu as la chance de te faire lire un de tes textes aujourd'hui. Donc, pour être, il faut accepter de devenir. On veut tous être soi, être libre, être heureux, être vrai. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'être n'est pas un état fixe. Donner une fois pour toutes. C'est un mouvement, une traversée, une naissance parfois douloureuse. Être, vraiment être, demande d'accepter de devenir. Et devenir, c'est consentir à changer, à quitter ce qui ne nous sert plus, à laisser mourir des parts de nous, des rôles, des illusions, des sécurités. C'est faire des choix qui dérangent. Parfois, c'est couper des liens, se décevoir soi-même ou décevoir les autres. C'est faire le tri entre ce qu'on croit être et ce qu'on sent être juste, profondément. C'est pas facile. Devenir, c'est dire oui à l'inconfort, à l'incertitude, à la peur du vide. C'est plonger dans l'inconnu sans toujours savoir ce qui nous attend. Mais c'est aussi et surtout un acte d'engagement. S'engager envers soi, vers ce qu'on sent possible, même si c'est encore fragile, flou ou lointain. Changer le paradigme, ça ne se fait pas en pensant. Ça se fait en choisissant, en posant des actes,
en osant aller à contre-courant, en refusant de rester figé dans ce qui est trop petit pour notre âme, rester pris dans nos « c'est trop compliqué, c'est trop souffrant, c'est trop risqué », c'est choisir la stagnation et souvent l'amertume. Ça n'apporte aucune énergie nouvelle, aucun renouveau, aucun vrai souffle. La vérité, c'est que si devenir était facile, la récompense ne serait pas aussi grande. Il y a une grâce à se réinventer, une puissance à traverser le chaos pour renaître. Chaque pas vers soi est un pas sacré. Même s'il est maladroit, tu veux être, alors deviens. Deviens celui ou celle qui ose, qui marche même à tâtons, qui écoute l'appel intérieur plus fort que les peurs. Tu veux te sentir vivant? Engage-toi dans ta propre métamorphose. C'est à ce prix que l'on devient libre, c'est à ce prix que l'on devient et qu'enfin l'on est. Alors voilà, c'est toi ça, Claude. Quand tu lisais Qu'est-ce que ça te fait? Ben, c'est ça, je veux dire, quand tu as lu le texte, puis tu as commencé à lire les 2, 3 premières lignes, il y a une émotion qui est montée, un petit peu d'humidité dans mes yeux qui est arrivée. Ça m'a touché de l'entendre parce que ça reflète pour moi une grande vérité. Hein? Pour être, il faut vraiment accepter de devenir. C'est ce processus-là. Donc, ça m'a touché que tu en fasses la lecture parce que c'est venu remonter ce qu'est ma propre quête, en fin de compte, puis probablement la quête de chaque être humain qui prend conscience de son humanité. D'après moi, c'est la quête de tous ceux qui écoutent ce balado, en tout cas. Oui, sûrement. Sinon, d'après moi, ils flushent vite ceux qui ont... Exact. Oui. Ouais. Fait que ça m'amène justement à ma première question que j'aime poser à tous mes invités. C'est quoi pour toi un humain ou une humaine en processus? C'est tout ce que le texte a dit. En fait, c'est ça. C'est trop facile. Oui. Un humain en processus, c'est un humain aussi en déconstruction. Je pense que quand on vient au monde, on n'est pas vraiment la liberté de choisir. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ben oui, on choisit là, au niveau de l'âme, on choisit dans quelle famille. Mais moi, je ne veux pas aller là. Je voudrais plus aller dans... Quand on est tout jeune, on n'a pas le choix de nos croyances, vraiment. On explore le monde à 4 pattes pour commencer, en rampant, après ça à 4 pattes, en marchant, avec des croyances qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Des croyances qui nous ont été enfoncées dans le fond de la gorge souvent, des croyances qui sournoisement se sont émissées dans notre vie parce que la culture, parce que la société, parce que la nationalité d'où on est, le quartier dans lequel on vit, on est arrivé, puis on s'est façonné un monde par rapport à ça. Puis on navigue le monde à travers ce filtre-là, le filtre de nos croyances, mais aussi le filtre de nos blessures. Ceux qu'on a expérimentés dès le tout jeune âge. Parce qu'on ne se le cachera pas que la plupart de tout ce qui se joue au monde à l'adulte, ça a commencé à l'enfance. La première fois qu'on a goûté aux premières blessures, à l'abandon, au rejet, à l'humiliation, on était jeunes. Donc, à partir de là, l'humain en processus, c'est celui qui choisit de déconstruire tout ça. D'aller voir, c'est quoi ça derrière? Comment ça que j'ai ça? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est moi vraiment? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai hérité? Fait qu'un humain en processus, c'est celui qui ose prendre son petit baluchon à un moment donné, puis revirer de bord, puis de dire, bon, voilà, moi, aujourd'hui, ça me convient plus. En avant, il y a autre chose. Ça se peut pas que la vie se termine à payer des factures, travailler 40 heures semaine, être pris 2 heures dans le trafic à tous les jours. C'est pas vrai. Ça peut pas être juste ça. Et à partir de là, chacun, à sa vitesse, à son rythme, selon ses propres croyances, va déconstruire son monde, puis aller voir, je disais l'autre fois en pré-entrevue, qu'on est un peu comme des chercheurs d'or. Hein? Ceux qui cherchent un peu dans la tapisserie, on a fait le tour de la pièce, là, mais là, ça se peut pas qu'il n'y ait pas de sortie, il n'y a pas d'autre chose. Puis en sortant, puis en déconstruisant, puis en arrachant la tapisserie, on se rend compte qu'il y a une trappe. Ah, une trappe que je connaissais pas. Quelque chose pour sortir un peu de ça. Ouais. Fait que pour moi, un humain en processus, c'est celui qui décide consciemment d'avancer en conscience et de choisir de déconstruire
tout ce qu'il a appris. Peut-être aussi, d'une certaine façon, tout ce qu'il a vécu par rapport aux apprentissages. Puis d'aller toucher à qui on est vraiment. Voilà. Donc, c'est un chemin de conscience. Hein? Ça commence par prendre conscience de tout ce que tu viens de nommer, tu sais, qu'il y a des choses à déconstruire. Si j'ai pas conscience qu'il y a des choses à déconstruire, je puis, fais pas le processus. puis je le dis dans le texte, hein, c'est un chemin qui n'est pas facile. C'est un chemin qui n'est pas facile parce c'est pas un chemin d'ascension constante. C'est tellement des dentis, c'est tellement des vallées, des sommets. Et si c'était facile, tout le monde y aurait déjà accès, mais la récompense, elle serait pas aussi grande. Fait que c'est comme... c'est cette quête-là, notre quête de notre essence qui détermine un jour, OK, j'ai assez souffert, j'ai envie d'autres choses, j'ai envie de toucher à mon essence profonde parce que l'amour, c'est inné. Hein? On n'a pas besoin d'apprendre ça. Quand on vient au monde, on sait déjà comment aimer. On apprend comment étiqueter, comment haïr, comment blesser. Ça, c'est toutes des choses qu'on apprend en vieillissant, en se manifestant dans le monde. Mais notre nature, elle est amour. Ça, c'est quelque chose qu'on sait déjà. Oui, en fait, c'est parce qu'on vient au monde... En tout cas, je vais pas trop rentrer profond là-dedans, tu sais, mais en s'attendant à être aimé, mais on se fait recevoir par des gens qui ont des traumas la majorité du temps, donc qui nous aiment pas comme notre âme s'attendait à être aimée. Puis je vais te donner... C'est ça qu'on est venu faire, là. En effet, puis je vais te donner une des... J'ai vu une photo sur un réseau social qui m'a frappé, tu sais. C'est un jeune bambin, il a peut-être 2-3 ans, qui se ramasse au milieu de motards. Ils est entouré de motards avec des grosses barbes, des patchs, puis ces affaires-là, puis ils ont l'air, notre vue, nous autres, ils ont l'air méchants, hein, mauvais, puis cet enfant-là, il est là, puis il sourit. C'est la peur qui nous empêche d'aimer, hein, on le dit. Hein? Si vous savez, si vous savez le manque d'amour, cherchez la peur. C'est ça. Ouais. Fait qu'on est dans un monde l'amour. où on nous a appris à avoir peur de plein de choses, avoir peur de nous, avoir peur du monde, avoir peur d'avoir peur. Fait qu'on est, on est enfermé dans une prison. Voilà, tu m'amènes. C'est beau, merci pour le cadeau. Que tu appelles la prison mentale, t'as appelé ton... Je peux-tu appeler ça un blog? Je cherche depuis tantôt comment l'appeler. Ben écoute, c'est parce qu'il n'y a pas d'option blog sur Facebook. C'est un groupe qui a été formé, mais en fin de compte... oui, on peut appeler ça un blog, un groupe. En fait, je me livre dans ce groupe-là. C'est ça. T'as appelé ça les aventures d'un homme en cavale. Puis là, ben quand je te l'ai pas demandé, ça aussi, tu me l'as servi sur un cadeau. Alors, sers-nous ça sur un plateau, je veux dire. Sers-nous ça sur un plateau. Pourquoi ça s'appelle les aventures d'un homme en cavale? Et tu serais pas la première à te le demander. C'est une question qui m'a été demandée souvent. Puis là, je dis, ben, comment ça se fait que ça s'appelle une cavale? Une cavale, c'est quelqu'un qui s'évade. Oui, s'évade de quoi? Bien, c'est ça. En fait, les aventures d'un homme en cavale, c'est vraiment la vie d'un homme qui, de façon très humaine, très humble, très concrète, fait tout ce qu'il peut pour sortir de ses propres prisons, de sa prison, mais je vais dire ses prisons parce que moi, j'ai la croyance que c'est des couches, hein? Les prisons, c'est des conditionnements, c'est des croyances, c'est ça les prisons, là. C'est pas... les barreaux sont toutes des barreaux, c'est toutes des croyances limitantes qui font ensemble que je me suis construit une prison. Mais j'ai aussi la croyance que ce sont des couches. C'est comme peler un oignon, hein? On enlève un oignon, il y a une autre couche, ben c'est ça. Donc moi, j'ai la croyance que on est perpétuellement, quand on est conscient et qu'on veut en sortir, on est perpétuellement dans une certaine forme de cavale parce que on aspire à retourner vers la forme la plus pure de qui on est, puis on est amour. Fait que c'est de ce chemin-là, d'aller vers où je suis maintenant, aller vers un amour plus pur. Tout ce chemin-là, tous ces déboires, joies, aventures viennent nous aider à trouver la clé qu'on avait déjà dans notre poche. Parce que c'est nous autres qui a la clé. Absolument, absolument. Et, mais tu sais, dans cavale, on pourrait aussi penser fuir, là.
Tu sais, comme quand on s'évade d'une prison, on est dans la fuite de quelque chose, tu sais, mais Ouais, moi, je le tu vois pas vraiment comme, non, je le vois pas du tout comme une fuite. Je le vois vraiment comme, ben, fuir que je veux pas retourner où j'étais. Ça, c'est certain. mm, Ça, c'est sûr. mm. C'est la fuite de je veux pas retourner où j'étais. Mais je suis dans une forme d'évasion saine de ce vieux moi-là que je suis en train, j'étais comme une vieille peau de serpent que je jette, qui me permet d'être de plus en plus aligné avec qui je suis vraiment. Fait que c'est une forme de fuite de qui j'étais avant, parce que c'est sûr que je ne veux pas retourner là. C'était trop souffrant. Mm. Dans une quête de comment je fais pour sortir de là, pour aller dans la prochaine état, toujours en allant vibrant un peu plus haut. Alors, c'est un choix, c'est pas de la fuite. Ah, c'est Hein? Parce totalement. que la ligne est tellement mince. Ouais, La ligne, c'est ça, vrai. c'est mon ami Francis. Mon ami Francis qui me l'a C'est servi vrai. ce un jour. La ligne est tellement mince entre fuir et se choisir. C'est vrai. C'est vrai parce Mais il y a que. un grand travail de conscience. Ouais. Puis, Mm, puis dans ce choisir, il y a un volet fuite. On doit fuir certaines choses. C'est comme mm, celui qui veut se sortir de son addiction doit cesser l'addiction, donc il doit fuir les occasions où il va être à consommer son addiction. Fait qu'il y a une forme de fuite là-dedans, en quelque part, mais c'est une fuite consciente. Tout vient dans la conscience. Si ce que tu fais est aligné, puis c'est conscient de ce que tu fais, il y a un but à tout ça, parce que je le fais de façon consciente. absolument. Est-ce que tu as le goût de nous parler un peu de ta prison à toi? Ben, tu sais, de ce qui a créé ta prison, en fait, Mm. ton enfance, ta relation Ouais. avec tes parents, puis ta mère, tes parents, Mm. comme tu veux, puis euh, peut-être aussi ben, d'où ça partait, tu sais, comme, tu sais, parce que j'aime bien quand on fait le fil des événements, là, tu sais, Ouais. comme, avec quelle prison ta mère t'a accueilli dans ce monde? Oui, ben écoute, c'est sûr que moi, je porte aussi la croyance qu'il y a des blessures qui sont transgénérationnelles. C'est des choses qui sont accumulées, que dans nos comportements, dans nos conditionnements, lorsqu'on met un enfant au monde, on lui refile ça. Parce que l'enfant, lui, va évoluer il va observer. C'est un observateur. Et il observe ce qui se passe autour de lui. Donc, s'il voit que dans une famille dysfonctionnelle, voici comment on règle les conflits, on les règle pas, voici comment on les engourdit, voici comment on aime ou on n'aime pas, on aime conditionnellement, on apprend tout ça, puis ben, on répète la même affaire. Fait que moi, j'ai cette croyance-là. Donc, je vais partir de là. À partir de l'enfance, c'est que ma mère est venue dans un certain monde. Elle est venue, elle aussi, dans un monde qui était probablement difficile. Je pense que d'avoir entendu parler de ce qu'elle faisait, puis je peux en parler à l'imparfait, puis au passé maintenant, parce qu'elle n'est plus de ce monde. Elle est décédée il y a 2 ans maintenant, presque 2 ans. Euh, Vraiment une enfance difficile pour elle, venue au monde dans une famille avec plusieurs enfants, dont elle était une des plus vieilles. Donc, elle s'est probablement occupée de tous les enfants que ma grand-mère a mis au monde, là, jusqu'à temps que probablement qu'un jour, elle a dit, moi, j'en peux plus, il faut que je parte d'ici. Puis c'était une enfance parsemée de manipulation, de mensonges, de violence, dans un certain sens, et psychologique, violence physique aussi. Donc, ma mère, quand elle a mis au monde, je pense pas qu'elle voulait avoir un enfant. Je pense pas qu'il parlait de sexualité beaucoup à ce moment-là. Il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées au niveau de ça. Donc, elle a appris, en quittant, j'imagine, la famille, c'était quoi, là, la sexualité à ce moment-là. Puis elle a appris qu'elle avait un enfant dans son ventre, éventuellement. Ça, c'est toujours selon ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'elle savait pas qu'elle était enceinte. Euh, donc, c'était pas quelque chose de prévu. Je pense que euh, le mariage avec mon père est venu à la suite du fait que ma mère était enceinte dans les années 60, 70 encore. Si c'était quelque chose, si t'étais enceinte, il fallait que tu sois marié. Tu sais, Fait que je pense qu'il est arrivé quelque chose au niveau de la famille à ce niveau-là. Je ne pourrais pas donner les détails à 100%, mais bref. Donc, ma mère ne voulait pas nécessairement un enfant. Elle est arrivée, elle était très jeune elle-même. Elle avait 20 ans quand je suis venu au monde. On s'imagine aujourd'hui, avoir un enfant à 20 ans, c'est jeune. Bon, imaginons dans ce temps-là, c'était peut-être pas
Peut-être que ça arrivait plus fréquemment, mais on va se le dire. C'est un enfant qui va accoucher d'un enfant, qui n'a pas encore expérimenté le monde. Puis bref, ben ça, ce que ça a fait, c'est que je l'ai un peu hérité moi aussi de sa blessure qu'elle m'a repassée au fil des ans. L'enfance où la sécurité n'existait pas, où l'amour était très peu présent, où il y avait de la violence physique, émotionnelle, ce qui fait que je me sentais pas en sécurité, ce qui fait que j'ai appris, je pense que je t'avais dit ça dans l'autre entrevue, je te disais, j'ai appris à calibrer les gens rapidement, moi, dans ma vie, parce qu'il fallait que je les regarde. Puis si je voyais les narines, un peu le souffle, les yeux, où ils regardent, comment ils se tiennent, pour moi, ça voulait dire beaucoup. Puis c'est un peu ma façon pour moi de me protéger. Mais quand tu vis dans un monde, puis tu vis au monde où la personne la plus importante dans ta vie à ce moment-là, c'est ta mère, parce que mon père n'était pas présent. Mes parents se sont divorcés rapidement. Mon père était peu présent. Donc, j'ai été élevé avec ma mère. Et ça a été, je vais le qualifier d'un enfer. Puis je ne veux pas non plus exagérer non plus, là. Mais quand je regarde ce que je crois être la norme aujourd'hui, quand tu mets un enfant au monde dans une famille où il y a de la sécurité, où il y a de l'amour, où il y a de la communication, c'était tout sauf ça. Puis il y a la peur de jamais savoir quand est-ce que tu vas te faire frapper. Donc ça, ce que ça développe une insécurité vraiment profonde. Hein? Fait qu'avec ça, ben, tu voyages dans la vie avec des insécurités. C'est des blessures que tu fais pas confiance. Tu as envie d'être aimé. Moi, ce que je voulais, c'était d'être aimé. Donc j'ai recherché ça. Cet amour-là. Et j'ai fait des pieds et des mains dans ma vie pour être aimé. Parce que je pensais que aimer était faire. Plus j'en faisais, plus quelqu'un m'aimerait. Si j'étais fin, parce que c'était ça un peu. Si je me faisais en dessous, si je passais en dessous du radar chez nous, puis que j'étais tranquille, puis j'étais un bibelot, il n'y avait pas de souci. Mais aussitôt qu'il y avait de l'agitation, aussitôt qu'il y avait quelque chose, c'était tout le temps, fais pas ça. Fais pas ça, fais pas ça. Je me suis fait dire non toute ma vie, enfant. Donc, si je me fais dire non, ça veut dire qu'il faut, moi, il faut que je dise oui à tout. Et j'ai dit oui à beaucoup de choses. Ça a été très long dans ma vie avant que je mette des limites. Très, très long. Avant que j'apprenne à mettre des limites, que je vois même que c'est important de mettre des limites, puis qu'on en avait des limites. Parce que quand on les transgresse, on sait ce qui arrive. Fait que j'ai pas appris, les outils que j'ai ramassés, c'est des outils que j'ai ramassés au fil de mes expériences. L'école de la vie. Je vais appeler ça une école parce que je crois pas que c'est une école, mais je veux dire l'expérience de la vie. Je l'appellerai pas école. L'expérience de la vie jusqu'à maintenant, j'ai trouvé que pour moi, ça a été un long processus, mettons. Au niveau de l'âme, c'était peut-être une poussière, là, mais pour moi, au niveau de la vie, sur le terrain, je trouve, my God, ça a été long avant que ça range l'information. Là. Mais c'est rentré. En tout cas, je pense que c'est rentré jusqu'à temps qu'on sorte d'une nouvelle prison. Là. Mais pour l'instant, je peux calculer que si je regarde l'homme que je suis aujourd'hui puis l'homme que j'étais, qui était insécure, qui ne mettait pas ses limites, qui s'affirmait pas, qui était vraiment beaucoup anxieux d'une certaine façon, qui s'est automédicamenté pendant plusieurs années. Vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait un bout de chemin. C'est ça. Fait que ce que tu es en train de me dire, c'est que ce que tu as vécu, dans le fond, a eu des impacts majeurs sur ce que tu as... Ce que tu as vécu enfant a eu des impacts majeurs sur ce que tu as vécu par la suite, puis que tu as reproduit des situations, dans le fond, tu as recréé des situations pour aller te confirmer dans ton identité que tu avais quand tu étais enfant. Bien, sûrement, parce que, au niveau de mes relations, je pense qu'on va peut-être les aborder, mais
avant de parler des relations, on peut-être parler aussi que moi, ce que je voulais, c'est je voulais appartenir à une famille. Je voulais avoir un lien d'appartenance. Je le sentais pas, moi, mon lien d'appartenance dans ma famille actuelle, ma famille de sang. Je sentais pas d'appartenance. Il n'y avait pas d'appartenance même dans la famille, les oncles, les tantes. C'était vraiment décousu. Donc, moi, ce que je voulais, c'était une famille. Je voulais faire partie, je voulais être vu, je voulais être reconnu. Puis, je me suis engagé dans. J'ai fait mon service militaire. J'ai fait 26 ans là-dedans, là. Je voulais être vu, mais en même temps, dans cet échange de oui, tu es vu, oui, tu es reconnu, oui, tu as une famille, ben, il y avait un prix à payer sournois, mais il y avait un prix à payer aussi là, à être dans un milieu comme ça, là, au niveau de la toxicité, de ce que ça peut amener, la business de la guerre, là, on s'entend. Là. L'armée, c'est pas là pour. On n'est pas là pour se chanter Kumbaya. Là. Puis Non, c'est pas très positif, hein, c'est pas, finalement. mais c'est quand même, l'humanité en ce moment fait que c'est comme un peu nécessaire dans tu sais, de protéger la population des territoires. Donc, tant en ce moment que l'élévation de la Ben, conscience ne le fera pas, en ce moment, on est c'est encore ça. dans ça. Ouais, en fait, en ce moment, c'est le moyen qu'on Oui, connaît c'est ça. de façon collective pour se Oui, protéger, oui. c'est d'avoir une armée. Ben oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai suivi dans ça. Fait qu'il y a il y a un prix à payer pour faire partie d'une organisation comme ça, autant physique que psychologique qu'émotionnel. Euh, puis professionnel aussi dans un certain sens. Donc, ouais, j'ai valsé avec ça, mais en même temps, C'est- vas-y. Mais tu dis un prix ouais, tu dis un prix à payer. Ouais. C'est quoi les Ben, le prix à payer de conséquences? faire partie d'une organisation comme ça, c'est que tu es exposé beaucoup tu sais, si on parle bien qu'il y a de plus en plus de femmes qui joignent les forces armées, puis là, l'idée n'est pas de faire d'une comparaison puis du sexisme ou quoi que ce soit. Je veux juste mentionner que la culture endémique du militaire, c'est une culture qui est très difficile, c'est très dur, c'est très masculin toxique. Tu sais, l'homosexualité, bien qu'on dit qu'on accepte, c'est pas au niveau de l'organisation, pas au niveau des dirigeants le problème. C'est au niveau des soldats où on accepte. Oui, mais les petites jokes de cubicules, les petites jokes plates, ces affaires-là. Moi, tu sais, j'avais une situation dans ma vie qui adressait ça, un peu la transsexualité, par le fait de mon fils, tu sais. Puis je me voyais pas, moi, parler de ça à mon travail, c'était très tabou. La façon dont on peut traiter les femmes aussi, de moins en moins, ça s'améliore, mais moi, je suis entré dans un moment où c'était pas facile pour une femme de faire son chemin dans le militaire, là. Donc moi, j'ai été exposé à ça, tu sais, puis je me rendais compte que dans le fond, j'avais pas ce qu'il fallait pour être... j'avais pas ce qu'il fallait pour avancer dans ce milieu-là. Bien que j'ai avancé en rang, j'avais pas ce qu'il fallait, j'avais pas l'étoffe, j'étais beaucoup plus doux, j'étais beaucoup plus dans mon féminin que dans mon masculin. J'habitais beaucoup plus mes qualités féminines que masculines à cette époque-là. Fait que pour être capable d'avancer en rang dans ce travail-là, il n'y avait pas tout à fait ce qu'il fallait. Mais ça me convenait. Ça me convenait parce qu'il y avait une certaine sécurité. Puis moi, ben, la sécurité, c'était vraiment important pour moi. La sécurité, que j'en avais jamais eu dans ma vie. J'éprouvais une certaine forme de sécurité dans la confrérie, dans l'organisation, de me faire dire, va là à telle heure, fais ça à telle heure. Euh, il y a quelqu'un qui me disait il y a très longtemps, puis j'ai gardé cette analogie-là, et on disait quand tu portes le pyjama vert, non, quand tu portes le tuxedo vert, tu danses où on te dit de danser. Tu sais. Fait, il y a quelque chose Hmm. là-dedans, c'est que oui, OK, tu as un uniforme, tu n'es pas nécessairement maître de ton choix, de tes décisions, fait que c'était bien. Moi, j'avais pas besoin de mettre mes limites, on les mettait pour moi. On me donnait des balises, gauche, droite, plus haut, plus bas, donc j'avais pas à mettre de balises. Ça me convenait, mais en même temps, je sentais qu'en dedans, je faisais pas vraiment, je m'émancipais pas comme être humain. Je contribuais pas à mon évolution. J'ai senti après plusieurs années, les 10 dernières années, je te dirais, de mon service, je me sentais plus ou moins bien dans ce domaine-là.
J'avais eu des déceptions importantes au niveau de la carrière. Puis j'ai comme un peu vu, là, la lumière à l'allumer. Je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Là? J'ai pas rapport. Moi. Mais en même temps, tu te dis, bon, la sécurité, tu prends des décisions, puis tu restes. Mais je pourrais dire qu'à partir de ce moment-là, quand il y a eu le chiffre là, en 2019, c'est là C'est que. ça, ça a été une super belle solution pour répondre à ton besoin d'appartenir, à ton besoin de Ouais. cadre. Moi, je veux pas mettre un cadre parce que si je fais ça, j'ai moins de risques, je vais me faire rejeter, je serai pas aimée, tu sais, tout inconsciemment. Tu sais, donc, ça l'a répondu à plein de besoins de façon inconsciente jusqu'au jour où ça répondait plus parce que là, tu as probablement transité vers la conscience de faire comme, Ouais. attends une minute. Là. J'ai transité. Je te dirais que c'est pas si tranchant que ça. Ça a été beaucoup tumultueux, mon affaire, parce que non seulement je suis exposé à un certain éveil de la conscience, mais j'étais encore en résistance. Tu sais. Je voulais rester dans mes vieilles habitudes, puis je veux être avec le monde qui font le party. Je veux être avec le monde qui consomme. Je veux être avec le monde qui, qui, souligne les avoirs, le faire. Fait que je suis confronté à être conscient qu'il y a d'autres choses, à être au courant d'une certaine vérité qui m'habite, mais en même temps, pris dans le « Oh my God, j'ai pas envie de laisser ça parce que si je m'en vais, je vais être toute seule. Je vais être seul, là, je vais perdre mes amis, je vais perdre ça. Puis c'est un processus qui est obligé en passant. Tu sais, aujourd'hui, je remercie que la vie a fait que la voie s'est dégagée pour moi, mais ça implique de perdre, ça implique des dépouillements. C'est un texte que j'ai écrit, ça, qui a été vraiment... pour moi, ça est venu me toucher à quelque chose d'important, le dépouillement, parce que il faut se dépouiller. Puis des fois, le dépouillement n'est pas volontaire. Des fois, il est forcé, puis on s'en rend pas compte qu'on est en train... La vie est en train de nous dépouiller de peut-être que d'un cercle d'amis qui ne nous convient plus, d'une activité qui ne nous convient plus. Puis on est en résistance à propos de ça, puis plus on est en résistance, plus ça fait mal. Je ferai tout le temps l'illusion de la corde que certaines personnes vont connaître. Tu tiens une corde, puis là, la corde te glisse entre les mains, la corde te brûle les mains. À un moment donné, quand tu lâches la corde, elle arrête de te faire mal. C'est un peu ça, c'est un exercice de lâcher prise, mais ça n'a pas été tranchant, mon histoire, de dire je suis dans l'armée, là, je suis conscient, je ne veux plus être là. Ça a été Non, non. tranquillement, aux forces déjà, je veux Une dire. dizaine d'années, t'as dit, Ouais, hein? ouais, ça a été long, là, avant que. Ouais, ouais. Parce que moi, je dois expérimenter les T'as- choses de façon. Je dis moi, puis je suis certain que plein d'autres personnes qui vont écouter ou regarder ça vont dire ouais, ouais, moi aussi, je me reconnais là-dedans. Mais des fois, on est au courant de vérités. On a des vérités vraiment profondes, là, on le sait. Là. Puis quand tu le sais, tu peux pas faire comme si tu le savais pas, mais tu vas essayer. Tu vas essayer. Parce que c'est confortable. Tout le monde le fait, tu te sens dans la société. Mais il y a de te sortir, des fois, c'est long. Puis moi, ça a été long. Ouais. Puis j'ai été en résistance, puis ça m'a emmené dans plein de... euh, Est-ce que ça m'a c'est... emmené dans une addiction. Ça m'a emmené là. Ouais, c'est Ça ça. m'a emmené dans une addiction. Ouais, puis j'étais C'est pas ça qui bien fait en que dedans. tu as parlé d'automédicamentation. Là, Ouais. là, tu parles d'addiction. Tu veux-tu aller là? On peut y aller. Aujourd'hui, je pense que moi, je suis un livre ouvert. Je n'ai pas de difficulté avec Ouais. ça. Euh, J'avais une addiction. Pour moi, c'était pas l'alcool, c'était une drogue. Donc, j'ai commencé à m'automédicamenter, à engourdir la douleur que j'avais à l'intérieur de moi par rapport à des choses que j'allais pas visiter, par rapport à mon environnement. Donc, pour être capable de survivre dans ça, parce que les gens pensent vraiment que c'est un manque de volonté, l'addiction, mais ça n'a rien à voir, c'est que c'est un break. Quand tu prends une pilule, un alcool, un joint, ça, c'est un break. C'est un break de toi. C'est un break de la souffrance de ce que tu as. C'est pour ça que, puis on le sait, là, plus tu en prends, plus c'est souffrant, plus tu en as besoin. On le sait pas. Parce qu'on se dit que moi, je vais faire ça différemment. Moi, je vais être en contrôle, mais c'est un peu ça. Au début, on le prend. Oh my God, je me sens tellement bien quand je prends cette drogue-là. T'en veux d'autres, puis tu veux être là-dessus le plus souvent possible, parce que quand tu es là-dessus, tout te glisse sur le dos, t'es comme la vie, ça gère, puis à un moment donné, ça gère moins, puis à un moment donné, ça ne gère plus, puis là, pour gérer, ça te prend. Fait que j'ai été dans ce cycle-là, tu sais.
Puis j'ai été d'un bon moment dans un milieu où je vivais un peu une double vie. Je vivais pour être capable de- de connecter à un espace à l'intérieur de moi qui me faisait du bien. Je n'étais pas capable d'y aller naturellement. Il fallait que je le fasse avec une drogue. Donc, si ça me fait du bien d'être là, puis que le seul moyen que j'ai, c'est de prendre une drogue, parce que vivre dans la vie, c'est trop souffrant, qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre la drogue. Tu sais, parce que tu ne sais pas, là, si tu rentres dans un cycle qui est vraiment infernal. Mais ça fait partie de tout l'apprentissage, parce que tu sais, les gens qui s'en sortent, là, y a pas, c'est rare, là, quand quelqu'un va dire, j'ai pris de la drogue toute ma vie à côté, j'ai souffert, mais il n'y a eu aucun moment où j'ai pogné mon bas-fond, c'est juste décidé d'arrêter. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est pas l'histoire qu'on raconte. Il faut aller toucher, on va toucher notre bas-fond, puis à un moment donné, quand on a si souffert, ben on décide de changer les choses par soi-même. Puis c'est beaucoup plus facile de le faire de même que de le faire autrement, parce qu'il y a des gens qui nous forcent à changer. Il y a des situations qui nous forcent à changer. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais le moment où tu prends la décision ultime, le contrat inviolable avec toi-même de changer, quelque chose se passe. Et puis, moi, ça a été ça. Ça a été, à un moment donné, j'en ai eu tellement assez de cette souffrance-là. Puis, il y a un moment où j'ai touché mon bas-fond. C'est ça. Comment ça se manifeste, ça? Parce que moi, je sais pas c'est quoi un bas-fond, tu sais. Comment ça se manifeste? Comment on le sait qu'on est dans notre bas-fond? Ben, je pense que je pense que ton corps, ton âme le ressent. Je te dirais pas que c'est une sorte, je te dirais pas que c'est un ensemble de conditions. Je pense que c'est un état. C'est un état où tu as vraiment expérimenté tout ce que tu avais expérimenté, puis tu essaies de t'en sortir par la fuite. Tu sais, on parlait de fuite tantôt, là. De fuir ce qui nous fait mal, de ne pas aller en dedans, de pas aller, de même pas être aux consciences que ce qui se passe, en fond, c'est un problème intérieur. Puis oui, il y a des problèmes physiques rattachés à ça, là. Il y a des drogues qui vraiment, dans le corps physique, l'addiction se manifeste. Mais avant tout ça, quand on enlève les effets physiques, il y a ce que ça vient, ce à quoi on fuit. Tu sais. On vient geler une émotion, on vient geler, on vient engourdir un état d'être, une souffrance qui nous habite. Tu sais. Donc, le bas fond va pour moi, puis j'ai pas la réponse pour tout le monde, je suis pas un spécialiste, je peux juste parler de ce que ça a fait pour moi, c'est d'être tellement triste, puis d'être tellement déconnecté, puis de voir que ma vie s'en allait vraiment euh, nulle part. Ce moment-là, pour moi, était un déclic, mais j'avoue que dans ma grande entêtement, parce que je pense que moi, je dirais que je suis un petit peu tête dure. Là. Faut que j'aille vraiment voir pour vrai. Là, tu sais, là, puis, Faut que tu te pètes la tête sur ouais, le oui, mur oui, bien puis des il faut que ça fois. fasse mal. Puis, fait que je dirais que j'ai probablement enduré ça peut-être un an et demi de plus que du moment où c'est arrivé, mais je suis arrivé. Puis ce qui a fait la bascule, le moment où ça a vraiment fait la bascule, c'est en 2019. 2019, ben là, premièrement, moi j'ai eu des blessures à cause de mon service militaire, donc des blessures importantes, euh, des problèmes d'adaptation aussi au niveau du travail, mais tu sais, je suis capable de faire le lien aussi avec mon enfance, avec ça, je suis capable de reconnaître. Il y a un fil conducteur là-dedans aussi. Euh, mais j'avais des blessures physiques importantes. Euh, Puis je devais quitter les forces canadiennes à ce moment-là. Puis j'avais réussi à faire accélérer le processus parce que il y avait une position qui s'ouvrait dans mon département où je travaillais comme militaire, que je supervisais, mais il y avait une position qui était intéressante. Puis je disais, oh my God, oui, sécurité d'emploi. Tu sais, je vais rentrer, je vais collecter ma pension, puis je vais travailler avec l'équipe. Puis là, ça, c'était peut-être fin décembre 2018. Dans la début de 2019, on a commencé les processus, puis ça s'est vraiment accéléré parce que là, comme je voulais occuper une position qui était vacante, on avait besoin, bien, il y en a qui ont tiré des fils pour que ça s'accélère, mon affaire. Puis en février 2019, le 9 février 2019,
mon enfant unique, Charles-Olivier, est décédé d'une overdose de drogue. Et là, ça a fait... là, mon monde a vraiment explosé intérieurement. J'ai dû composer avec une nouvelle expérience qui était le deuil d'un enfant. Fait qu'à partir de là, quelqu'un aurait pu dire, ben là, c'est là que tu as arrêté de consommer, c'est là que ça s'est réveillé. Non, 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 non. J'ai quand même j'ai fait mon travail de soldat, là. J'avais une mission. Il fallait que je passe à travers le deuil. La mère de Charles-Olivier n'était pas en capacité émotionnelle de gérer tout ça pour des raisons qu'elle avait personnellement, mais c'était difficile pour elle. Donc, j'ai pris ça sur mes épaules. J'ai géré tout ce qui était le rapatriement de la dépouille, les enquêtes avec la police, tout ça. Puis pendant ce temps-là, ben, j'ai pas vécu mon deuil. Puis je me souviens d'un moment après qu'on soit allé à Vancouver chercher la dépouille. Ben, pas chercher la dépouille, chercher les affaires, parce que la dépouille, on le faisait incinérer, puis ça arriverait plus tard, mais sa mère voulait vraiment qu'on aille chercher les choses, les effets personnels de Charles-Olivier à Vancouver, puis on est allé. Puis j'ai organisé tout le voyage, tu sais, c'est moi qui ai trouvé les billets, l'argent pour les billets, puis on a fait une levée de fonds avec ma sœur, puis on a réussi à trouver tout ça. Fait que logistiquement, j'ai organisé tout ça. On est allé chercher tout ce qui était. On est revenu avec tous les bagages, avec tout ça. On avait des 5-6 gros sacs dans l'avion, puis tout ramassé. Tu sais, ça a été quand même un moment difficile. Puis je me souviens quand on est arrivé à l'aéroport à Montréal, j'ai appelé mon fournisseur, puis j'ai dit que je voulais de la drogue. Je voulais une bonne quantité. Puis je suis arrivé chez nous, puis ben, j'étais pas chez nous, j'étais chez ma copine au moment. Puis je suis parti, j'ai dit je m'en vais chez nous. Je venais de débarquer Vallée, j'ai dit bon, je m'en vais chez nous, j'ai besoin de m'en aller chez nous. Je venais de vivre de quoi difficile, mais je savais ce que je m'en allais faire. Puis, tu sais, je pense que je te l'ai dit, quand ton enfant meurt d'une overdose de drogue, tu peux pas, en tout cas, si tu es dans ta pleine, si tu as un peu de conscience, tu vas quand même te faire un examen de conscience à savoir qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça s'évite. Embarque la culpabilité, embarque tout ça là-dedans. Euh, Bref, moi, je voulais plus vivre là, à ce moment-là. Fait que je me suis allé chez nous, puis j'étais en train de m'organiser pour ne plus vivre. Avec la drogue, j'en ai pris beaucoup, puis là, je me souviens que là, physiquement, je savais que je m'en allais vers l'overdose, puis j'ai dit à mon fils dans le subtil, j'ai dit là, s'il y a quelque chose d'autre, si vous êtes vraiment là, si ça existe, tout ça, le subtil, si je suis vraiment porté par autre chose, c'est là que ça prend un signe, là. Mais là, le cœur, moi, je me souviens, là, mon cœur devait battre à 240. Là, j'étais sur le bord d'une crise de cœur. Je m'en suis sorti. Il y a quelque chose qui est venu me porter. Mon cœur a ralenti. Puis à partir de là, ben, il y a eu un chemin qui a commencé à se faire à propos de qu'est-ce que je voulais pour ma vie. Ouais. Fait que j'étais là, je prenais ma retraite, puis là, ben, j'ai décidé de ne pas prendre le travail. Puis j'ai décidé d'aller faire une coupure, puis de faire un petit ménage avec moi-même. Puis je suis parti le 19 août 2019, je prenais ma retraite. Puis le 6 septembre, je partais pour Tu te Compostelle. souviens de toutes les dates. Ouais, ouais, parce que c'était important pour moi. Elles sont marquantes. Hein? Ouais, c'est des moments importants pour moi. Le 6 septembre, je partais à Compostelle avec un petit peu de sonde de mon enfant dans le cou. Puis je suis allé marcher Compostelle pendant 2 mois à peu près. Je l'ai fait d'un bout à l'autre, là. Je ne me souviens plus le nombre de milliers, de centaines de kilomètres, là, mais autour de 1300 jusqu'à Finistère, là, qui est vraiment là, le ravin, l'océan, tu es arrivé au bout. Là. Dépasser Saint-Jacques-de-Compostelle. Fait que j'ai fait ce périple-là. Et puis à partir de ce moment-là, ben, j'ai commencé un travail personnel. Ça a été là vraiment que ça a commencé, le travail personnel. Puis à partir de là,
Ben, ma vie, je suis tombé dans la marmite de l'exploration de soi. Dans le sens que je voulais vraiment comprendre, parler de là, je suis descendu dans mon obscurité. Je suis allé toucher à des blessures profondes, à des manquements, à des pardons que j'avais à faire, à moi-même, aux autres, à des compréhensions, à faire l'expérience de d'autres choses aussi. Puis de fil en aiguille, ben, les expériences m'ont amené à prendre une formation en coaching aussi. Je voulais vraiment accompagner. Quand j'accompagne, moi, j'aime ça, accompagner. Je trouve ça intéressant. La dynamique qui s'installe entre l'accompagnant puis l'accompagné. Puis j'ai aimé faire ce travail-là. Je l'ai fait un bout, mais je continue à faire du groupe aussi, à parler de moi, puis à parler des thèmes qui touchent tout le monde. Les blessures, Tu me disais ouais, ouais, tu me disais que la formation de coach t'avait permis de te rencontrer beaucoup, en fait. C'est comme si c'était ouais. un outil en soi là, pour te Ouais, transformer. c'était un outil qui venait vraiment même faire du ménage ici. Le problème que je me suis rendu compte pour moi, c'est que c'est. Il a montré sa tête pour les Ouais, gens qui... ouais, c'est ça. Il a encadré Il sa a tête. encadré ma tête parce que ça vient vraiment travailler ce qu'il y a dans la tête parce que j'ai fait une formation de coaching en PNL. Puis la PNL, c'est vraiment regarder les patterns, les croyances. Mais pour moi, je trouvais que ça passait pas assez par le cœur. Puis c'est quelque chose que j'ai emprunté, mais que je dis souvent moi-même. C'est que le chemin le plus long du monde, il mesure 60 centimètres, de la tête jusqu'au cœur. Puis c'est important de descendre dans le cœur parce que c'est là vraiment que tout se joue. Parce que c'est là qu'est notre nature la plus pure, c'est là, c'est dans le cœur. Donc, de descendre dans le cœur, donc je me suis permis d'aller me chercher des outils qui m'ont permis oui, travailler avec les gens dans leur tête, mais aussi les faire descendre dans leur cœur. Puis, ça venait répondre à un besoin aussi de me connecter avec des gens qui vivent des choses comme moi, qui sont pas. Parce que des fois, on est pris avec une dynamique de vie, puis on se dit, je peux pas être tout seul à vivre ça. Puis quand tu fais des cercles, quand tu te ramasses en cercle, puis que tu partages sur des thèmes, sur des choses de la vie, très humaines, pas des concepts là, qui dépassent notre compréhension, des trucs très humains, on se rend compte qu'on est tous pas mal pareils. On vit tout le genre de même truc. Puis c'est ça un peu qui a développé, là, on passe un grand bout, mais dans ça, c'est ça, là, à un moment donné, j'ai dit, bon, mais moi j'ai des choses à dire, j'ai envie de partager quelque chose, une essence de ma propre quête, de sortir de mes prisons, sortir de ça, puis de dire, hey, ça se peut, puis qu'est-ce qu'on. Parce que arrêter de consommer, c'est la partie facile. Là, il faut apprendre à vivre. Puis apprendre à vivre, ben, c'est tout le monde. Là. C'est pas juste celui qui a eu l'addiction, c'est réapprendre à vivre selon, selon un chemin de conscience. Et ça, on peut tous regarder la même étoile du Nord, mais le chemin, on le prend pas tout pareil. C'est pas tout le monde qui prend le même chemin. Mais les gens qui font un chemin de conscience regardent la même étoile que moi, ça j'en suis convaincu, mais on ne prend pas le même chemin pour y aller. Mais tous ceux qui empruntent le chemin, peu importe qui il est, vont rencontrer des choses qui sont similaires aux miennes. Puis ça m'aide à moi à me relier à eux à se relier à moi, puis en même temps, dire, hey my God, je suis sur le bon chemin, je fais quelque chose. Là, puis oui, là, ce que je sens, la pression, la contraction, la charge que je porte, il y a d'autres personnes qui la portent aussi. Puis ça, ben, je te faisais allusion, tu sais, c'est quand tu prends l'application Infopan, là, je te disais, quand tu manques d'électricité, oh my God, je manque d'électricité. Et là, il y a une petite angoisse qui monte. En tout cas, moi, il y a une petite angoisse qui monte parce que là, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu t'en vas sur l'application Infopan et là, tu fais ah, OK, tout le quartier manque d'électricité. Il n'y a pas juste moi. Puis ça, ben, ce que ça fait, c'est que ça amène un certain apaisement. OK, je ne suis pas tout seul à vivre ça. Puis je pense que c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de se comprendre, c'est qu'ensemble, on vit des choses. On est tous aux prises avec plus ou moins les mêmes prises de conscience, les mêmes blessures. Puis on essaie toutes, d'une certaine façon, il y en a qui vont de façon plus extrême que d'autres, d'essayer de sortir de là. Puis c'est de là qu'est venu le groupe Les Aventures d'un homme en cavale. C'était que je voulais me dépouiller d'une certaine façon
parler de mon chemin, mais parler du chemin par rapport à ma propre expérience. Moi, j'ai rien à enseigner à personne. Je prêche pas d'un sentier. Oui, Je prêche pas d'un sommet, moi, voilà. là. Moi, je ne prêche pas en tout. Il y en a qui prêchent d'un sommet, là, qui disent, regardez-moi, là, j'ai fait tout cela. Mais moi, je suis dans le sentier avec tout le monde, là. Puis ce que je partage, c'est autant mes petites victoires que mes interrogations, que mes souffrances, puis mes apprentissages aussi. Parce que si je vais à l'intérieur de moi et que je ramène une pépite d'or, je suis descendu dans l'obscurité avec une bougie, là, puis je suis descendu à l'intérieur de moi pendant une retraite ou pendant un moment, et j'ai découvert quelque chose de vraiment qui m'aide. J'ai envie de partager ça parce que ça se peut que ça aide. Quand même, ça aidait juste une personne. Il y a un homme que plusieurs connaissent qui s'appelle Baba Ramdas. Ramdas, qui est mort aujourd'hui, qui disait « We are all walking each other home ». On est tous là en train de se ramener les uns les autres à la maison. On est tous des acteurs dans une grande pièce de théâtre pour nous aider à retourner vers la source. Puis ça, moi, je le crois dur comme fer. Mais si on reste enfermé avec nos connaissances, avec nos cadeaux, puis qu'on ne les montre pas, bien, on prive l'humanité de s'élever en conscience. Fait que c'est un peu ça, les aventures de l'homme en cavale. C'est mes expériences. C'est une façon pour moi de me dépouiller, non seulement des choses qui ne me servent plus, mais en même temps de partager mes pépites, mes nouvelles trouvailles, où je suis rendu en ce moment. Puis je parle de toutes sortes d'affaires. Le pardon, le couple, le transgénérationnel, l'amour, les difficultés, la responsabilité personnelle, qui est un de mes chevals de bataille, la victimisation, toutes sortes de choses qui nous embrouillent un peu comme être humain. Fait que c'est ça. Je m'excuse, je vais faire un bout de techno. Est-ce que tu m'as perdu pendant un instant? Non? En tout cas, j'ai pas perdu le son, mais j'ai perdu la caméra. Fait que là, j'ai fermé tous mes autres trucs. Bref, je suis désolée. Petit problème techno ici. Mais je t'ai pas perdu, tu étais toujours là. Fantastique. Donc oui, c'est ça. C'est beau, ça, cette citation-là de Ramdas que tu viens de nous donner. C'est tellement... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens. Là, tu sais, on s'accompagne tous, puis il y a des affaires que moi, j'ai compris, que d'autres n'ont pas compris, mais il y a aussi des affaires que d'autres ont compris, que moi, j'ai pas compris. Puis c'est une fois qu'on accepte que, justement, tu sais, on s'accompagne. En fait, bon, je vais réduire ça à... Quand je suis réactivée, c'est toujours la loi de la résonance. Là, donc, quand je suis réactivée, c'est mon miroir à moi que je suis en train... C'est mon reflet. Puis c'est pas... Mettons que la personne, je sais pas, là, elle parle trop longtemps. Je suis dans un cercle, puis la personne, là, elle parle, puis je suis là dedans. Moi, je suis comme, voyons, elle parle ben trop longtemps, puis... Bon, puis là, je suis comme, OK, Joliane. Dans le fond, aujourd'hui, ça, c'est un apprentissage. Là. Qu'est-ce que ça dit à toi, ça? Ah, ben peut-être que moi, je prends pas ma place. Peut-être que moi, je parle pas assez, puis pas assez longtemps. Peut-être ça que ça vient déranger, en fait, au fond de moi. L'autre personne a fait de son mieux, a fait ce qu'elle a à faire. En fait, elle fait exactement ce qu'elle a à faire pour m'apprendre quelque chose en ce moment, tu sais. Puis les autres qui sont pas dérangés, parce qu'on est 10 dans un cercle, puis il y a peut-être juste Joliane qui est dérangée par la personne qui parle trop longtemps. Mais avant, là, Joliane, elle s'associait avec les gens qui trouvaient qu'elle parlait trop longtemps, cette personne-là, puis là, on parlait de la personne qui parle trop longtemps. Mais ça, en tout cas, ça résonne m'apportait rien. Mais ça résonne avec, ça, c'est un autre texte que il a fallu que j'écrive, en fait, sur le groupe, parce que mes mots, des fois, peuvent faire crunch. Puis l'idée, des fois, c'est ça. Il faut qu'il y ait un petit crunch intérieur. Quand tu lis mes affaires, des fois, tu dis « Oh my God! » Parce que ce que ça parle, plus souvent qu'autrement, ça parle pas de moi, ça parle de la personne qui fait la lecture des mots. Ce que ça déclenche quand tu lis mes mots, ça veut dire que respire là-dedans. Là. Il y a quelque chose que tu viens de lire qui est peut-être enfoui intérieurement, puis que sur le coup, tu fais non, il n'y a pas d'allure, qu'est-ce qu'il dit, ça n'a pas de sens, attends, là. Prends le temps, parce qu'on est vite à pas dire non, c'est pas ça, puis t'as pas raison. Puis... Moi, j'essaie pas d'avoir raison ou de pas raison. Ce que je dis, c'est que voici une pépite, voici ma vérité, voici ce que je partage. Puis ça donne que souvent, ce que je partage résonne avec beaucoup de gens. Ça veut pas dire que ça résonne avec tout le monde et que ça devrait, mais
Ça résonne avec beaucoup de gens. Fait que quand j'en ai un ou deux qui s'exclament, ah, pas d'allure, je leur renvoie gentiment ce texte-là parce que ça parle de soi, ça parle pas de nous, comme tu dis, le miroir qui est déclenché quand la personne parle trop longtemps dans le cercle. Ben aussi à la lecture de mes mots, parle de notre expérience. Puis ça, c'est une responsabilité personnelle et ça, je reviens souvent à ça. C'est important, la responsabilité personnelle, parce que ce qui nous est arrivé, c'est pas peut-être pas de notre faute, mais c'est de notre responsabilité de déterminer comment on veut que ça influence notre vie et celle des autres aujourd'hui. Et j'ai le choix. J'ai le choix de laisser une expérience m'anéantir, comme la mort de mon fils, qui dit « My God, je ne sais pas comment on passera à travers de ça ». Puis dans le fond, moi, je peux dire, ben il m'a sauvé, cet enfant-là. Il est décédé, mais par son décès, oui, il me manque physiquement, mais ce qu'il m'a donné comme cadeau, c'est incommensurable. Donc, de se servir de ça puis de se catapulter dans d'autres choses, on a le choix. Puis ça, ben, la responsabilité personnelle, d'arrêter de se victimiser, pauvre de petit moi. Parce que je l'ai fait, ça. Moi, là. C'est à cause de... Là, c'est à cause. C'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Je l'ai fait. Mais ça règle rien. Ça n'emmène aucune énergie nouvelle pour se sortir de notre marasme intérieur. Rien. Tout ce que ça fait, ça nous fait tourner en rond, puis on retourne dans les mêmes raccoins. Absolument. En fait, puis je rebondis sur, c'est la journée que le texte, quand je le lis, ça fait crunch. Ben, si je le relis dans un mois, un an, ça fera probablement plus. En tout cas, je me souhaite que ça fasse plus crunch à la même place puis de la même façon un an plus tard. Tu sais, on a parlé de conversation avec Dieu en pré-entrevue, Ouais. qui est un autre outil que tu as utilisé, puis que justement, c'était. En fait, que tu les as écoutés à de multiples reprises, puis tu sais, je l'ai déjà dit moi aussi dans une autre entrevue, là, moi c'est Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent, que j'ai écouté pour vrai au moins 50 fois. Lu, jamais. Mais écoute, je suis en train, en fait, j'ai commencé à le lire papier, mais je l'ai écouté au moins 50 fois, puis qu'à chaque fois, j'ai de nouveaux apprentissages. Maintenant, je peux citer des bouts. Ouais. Ça, c'est à force que je l'ai écouté souvent. On voit qu'on a appris quelque chose quand ouais. on est capable de réciter puis d'expliquer le concept aussi. Voilà. Fait que c'est ça, en fait, c'est que des fois, la personne est pas prête à l'entendre aujourd'hui. Fait que c'est pour ça qu'elle réagit, tu sais. Puis ça m'appartient pas à moi que la personne réagisse à ce que je dis, Non. puis à ce que je suis en train de faire. Ça y appartient à elle. Et voilà. Fait que, mais notre réflexe, en tout cas, mon réflexe a longtemps été d'accuser les autres, là. De me sentir responsable de ce que l'autre ressent. Moi, c'était ça. Puis là, c'est que moi, je parle de ma vérité, ça te gosse. Ouais. Là, je me sens mal, je me sens coupable de l'avoir dit. Puis là, je me dis, ah ben dans le fond, c'était pas ça que je voulais dire. Puis tu te rétractes. Puis dans le fond, quand tu te rétractes, tu sais, tu te nommes pas vraiment. Fait que c'était ce moi présent intérieur qui veut exister, qu'on continue de peser dessus tout le temps. Puis à un moment donné, ben, il veut crier, il veut sortir. Absolument. Est-ce que dans tes textes, parce que tu dis, j'ai trouvé des pépites puis je veux les partager avec les autres, est-ce qu'il y a aussi ben, une partie que tu t'enseignes à toi-même? Parce que des fois, quand je donne des conseils ou quand je dis des affaires aux gens, je suis comme, ouais, c'est parce que j'ai encore besoin de l'entendre. Moi, je donne jamais de conseils. Si tu peux trouver un texte dans lequel je donne un conseil, là, je vais l'enlever parce que je ne donne jamais de conseils dans mes textes. Je fais des réflexions et j'invite les gens à se questionner. Parce que donner des conseils, c'est la dernière chose qu'on a besoin en tant qu'être humain. Si tu me le demandes, tu me le demandes, je vais t'en donner un. Mais moi, là, des gens qui viennent, même sur ma page des fois, je partage des vérités qui m'habitent, qui sont... Ça me fait mal de partager ça. Je me dis, oh my God, j'aimerais-tu partager ça publiquement? Puis là, les gens viennent, puis là, ils veulent me donner des conseils. Là. Ah, là, tu devrais faire ci, tu devrais lire ça. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi? Moi, personnellement, ça vient juste me dire, hey, moi, là, je te partage quelque chose, j'ai pas... Dans un sac de partage, c'est la même chose. Il y a des gens qui vont dire, hey, là, moi, je sais ce que tu devrais faire. On le sait. Au moment opportun, on va savoir ce qu'il faut faire, mais juste en le nommant, on le trouve. Fait que je donne pas de conseils. Cela dit, quand j'écris des textes, puis
que je rentre, quand j'écris ces textes-là, puis que je rentre dans une forme d'introspection, une forme d'intériorité, sur le coup, là, tout est clair, là. Ben oui, j'écris le texte, là, je livre ça, plaque, je m'en vais, 3 semaines plus tard, un mois plus tard, là, c'est pour ça que je retourne dans mon propre flow, puis je remets des textes en rappel, parce que je me dis, oh my God, cette leçon-là, aujourd'hui, est toujours très applicable. Je ne l'ai pas encore, incarné. Je l'ai écrit, mais je ne l'ai pas encore incarné. Ou je sens que dans le subtil, c'est pas encore incarné non plus, parce que même si je ne veux pas donner de conseils, on s'entend que j'aimerais ça influencer positivement le monde. Tu sais, j'ai envie de faire du bien, j'ai envie de laisser un héritage. Quand les gens vont se rappeler de moi, ils vont dire, ce gars-là, il a écrit des choses qui m'ont shaké at the core ou qui m'ont aidé dans mon cheminement. C'est ça que j'ai envie qu'on parle. Mon leg, c'est ça. Je veux pas qu'on parle de moi. Ben, il y avait un terrain, il y avait une maison, il y avait parce que là, en ce moment, je vis dans un VR, tu sais, je suis dans un vraiment... Tu sais, c'est mon leg, moi, c'est vraiment, je veux qu'on se rappelle de ce que je fais, tu sais, par rapport à ce que j'ai écrit. Mais je sens que des fois, dans le subtil, il y a encore un besoin de ramener, là, parce que c'est de la rééducation un peu. C'est pas que je sens que c'est de l'enseignement. C'est plus la vérité que j'ai partagée pour moi est toujours d'actualité, donc je la remets. Puis ça atteint un nouvel auditoire, c'est parce qu'il a été écrit il y a 6 mois, est toujours applicable. Si c'est toujours applicable, je vais le remettre. Puis là, ben, ça redonne un feu à la publication parce qu'il faut se servir de ça. Un réseau social, c'est pas juste démoniaque, là. C'est pas juste On a la chance d'avoir un médium qui nous permet de rejoindre des gens tout le tour de la planète. Servons-nous-en pour influencer des gens à marcher le chemin. Aujourd'hui, on nous influence à acheter des choses, à nous dire qu'on n'est pas complet, qu'il nous manque de quoi. Puis si on avait cette affaire-là, puis ce parfum-là, puis cette robe-là, puis ce char-là, on serait mieux. Mais c'est pas ça la vérité. Fait que moi, je me dis, est-ce que je suis un influenceur? Ben, j'aime croire que oui, je serais un influenceur dans un réseau social pour influencer les gens à amorcer cette quête-là puis à se questionner eux-mêmes. Fait que je ne conseille à rien, mais j'essaie d'influencer. Un inspirateur. Oui, c'est ça. Un influenceur qui inspire. Un influenceur, un philosophe, quelqu'un qui pense. J'ai beaucoup de temps, fait que je pense. Ça en prend. Il y en a eu plein. Là. Mais je ne me considère pas comme un Socrate ou un Sartre ou un Épithète. Mais c'est juste que dans des penseurs du 21e siècle, bon, ben moi, j'ai du temps, donc je pense. Ça ne veut pas dire que je suis, mais je pense. Je suis, donc je pense. Ouais. C'est beau! Hey, on va devoir conclure. Absolument. On s'en va vers la conclusion. Ouais. Mais on a dit tellement de... Il y a plein de choses que je voudrais aller... En fait, il y a une chose que... Tu as parlé de Compostelle, mais que tu n'as pas abordé quand, en pré-entrevue, tu m'as dit j'étais là-bas, mais je me suis rendu compte que ma prison m'a suivi là-bas, puis que je laisse compléter. Oui, c'est vrai, ça. En fait, on dit souvent dans notre vie, moi j'ai entendu, puis moi-même je l'ai dit, je me dis, je sacrerais tout là, je m'en irais, ça serait bien mieux si je serais ailleurs. Ça se peut que pour 2-3 semaines, tu sois bien ailleurs. Mais à un moment donné, quand la poussière va redescendre, tout ce que tu avais laissé derrière est toujours présent. Là, il se ramène dans ton champ de vision, dans ton champ de conscience. Les blessures qui t'habitent vont toujours t'habiter. Fait que oui, tu peux vivre un high d'avoir des paysages incroyables, puis Compostelle, c'était ça. Quand je marchais, j'étais bien. Quand je faisais ma routine, mais aussitôt que j'arrêtais pour 2-3 jours, parce que je voulais regarder, passer du temps dans une plus grande ville ou quoi que ce soit, je me rendais compte que mes croyances limitantes, mes souffrances réapparaissaient. Puis là, mon premier réflexe, c'était de repartir sur la route. C'est de repartir. Parce qu'il ne fallait pas que je reste près que ça. Là. Voyons donc, si je marche plus longtemps, moi le transmuter. Mais la façon de le transmuter, là, c'est de s'asseoir puis de rester dedans. La prison mentale, peu importe où tu vas aller, elle va te suivre. C'est ça. C'était ça mon plus grand apprentissage de Compostelle. Tu l'as dit souvent, tu l'as sûrement lu, en fait, tu l'as dit 2 fois pendant notre entrevue, mais tu as sûrement lu le texte de Stéphane de
c'était par un curieux hasard, là, où il dit justement qu'il faut descendre dans la cave, s'asseoir là, allumer une chandelle, prendre le temps de regarder qu'est-ce qu'on commence à voir, mais notre cave intérieure où se cachent les paquets qui sont en train de pourrir dans l'eau, qui sont en train de moisir là, mais il y a pas d'autre... On peut pas comme se dépêcher à faire le ménage, là, tu sais, on peut pas comme, go, go, vite, vite, faut tout sortir, Il faut c'est en train avoir de le pourrir. courage aussi Non, de le faire. Puis ça, c'est ça qui arrive, c'est ouais. que beaucoup de personnes ont peur de... Pourquoi on s'étourdit dans la vie? Pourquoi on passe d'une affaire à l'autre, qu'on s'étourdit sur les réseaux sociaux, sur nos tablettes, nos téléphones? C'est qu'on a peur de rester à rien faire puis de descendre. Mais c'est ça le travail. Et des fois, ben, on a besoin d'autres pour nous aider à aller là, puis c'est correct. Puis on peut en faire un mot du bon bout tout seul, par exemple. Puis le début, je pense, Mhm. commence par on peut se donner des balises avec de l'aide, mais le vrai travail, pour moi, c'est un travail de descente toute seule, aussi profond qu'on a envie d'aller, avec des outils, sans outils. Puis là, des outils, il y en a plein. Ça serait un podcast juste en soi, mais tu sais, il existe beaucoup d'outils, là. Donc, oui, servons-nous des outils qui nous conviennent le mieux, pas de béquilles, des outils. Parce que les outils peuvent devenir des béquilles. Donc, servons-nous des outils, descendons, puis allons chercher ces pépites-là qui nous sont cachées avec la chandelle, justement, puis qui nous font peur, ces monstres en dessous du lit. Oui, absolument. C'est beaucoup, je trouve, de, tu sais, quand un outil devient une béquille, personnellement, là, c'est ce que j'observe, c'est quand on s'y attache, un peu comme à la prison qu'on veut quitter. C'est un Tu sais, égrégore pour rentrer dans un autre égrégore. c'est ça. Oui, Fait que là, on a un outil, on a trouvé l'outil, puis là, c'est cet outil-là. Puis là, ouais. on a juste celui-là. Ouais, mais on est très complexe, là, l'être humain, là. C'est rarement juste dans une chose. Et moi, ma porte, en fait, qui a fait une grande différence, c'est les relations. Donc, c'est de Mm. voir dans chacune des relations, de faire des... À chaque fois que je vis quelque chose, c'est pour ça que j'ai ralenti les publications de mes podcasts, parce que j'étais comme en urgence là, de publier plein d'affaires, puis de nourrir quelque chose, je sais pas, la bête, j'ai aucune idée j'ai aucune idée. Je faisais comme les autres, en fait, sans me questionner. Puis à un moment donné, je suis comme, attends une minute, il faut que je le fasse comme Juliane, tu sais. Puis ben Juliane, ben, j'ai le goût de le faire une personne à la fois. Parce que quand je suis avec toi, là, en ce moment, c'est la première fois que je le vis. Ben non, c'est pas la première fois, mais les 2 premières fois, mettons, c'est ça. Puis après ça, il y a comme eu un rythme beaucoup trop effréné. Puis là, j'ai ralenti. Mais ça me permet d'être complètement avec toi, puis de me souvenir de ce que tu m'as parlé pendant ta pré-entrevue, puis de faire des liens, puis de savoir, puis de t'écouter profondément. Puis là, après ça, c'est aussi d'aller voir qu'est-ce que ça a déposé en moi, cette relation-là, ce lien-là, mais aussi tout ce que je vis à tous les jours. Tu sais, je fais plein de choses, là. Puis là, ben, j'ai passé l'été à chialer contre une personne. Puis ça a pris comme 3 mois là, avant que je fasse comme dans le fond. Ce qui me dérange dans cette situation-là, c'est que je chiale de cette personne-là. C'est ça qui me dérange le plus. C'est pas la personne finalement. Tu sais, fait que, bref. Fait que tout ça pour dire que ça passe beaucoup par les relations. Mon outil, c'est plein d'outils en fait, mais c'est je sais pas comment, mon terrain de jeu, c'est les relations. J'ai écrit un texte là-dessus dans le groupe, tu pourras aller le voir. Ça s'appelle euh, les relations humaines sont. J'avais commencé, les relations humaines, le plus grand laboratoire expérientiel qui existe pour toutes ces Hmm. raisons. Tu l'as écrit quand? Ah, il y a plusieurs mois, je te dirais, va dans l'outil, dans la loupe. Tu sais, dans chaque groupe, il y a une Non, mais loupe. ouais. Puis Je sais pas si je l'ai lu, en fait. ouais, tu C'est regarderas, pour ça. tu marques laboratoire, là, il va apparaître, là, parce que je n'ai D'accord. pas écrit 20 là, Parfait. là-dessus. Ouais, OK. mais c'est vrai, Excellent. tu as raison. Les relations, si tu veux savoir si tu es guéri là, ou si tu as guéri quelque chose, pas si tu es guéri. Si tu as guéri quelque chose, imbrique-toi dans une relation, que ce soit amicale ou amoureuse. Amoureuses sont beaucoup plus intenses, donc tu le sais plus vite. Mais soit en relation, tu vas le savoir si tu es patient, parce que on peut être assis chez nous à flatter nos animaux de compagnie sur une cloche de verre et dire, moi, je suis guéri, tout va bien dans ma vie. C'est vrai. Oui. Mais là, tu Ouais. t'exposes absolument pas. Mais est-ce que, moi, j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas passé à côté de la vie?
Est-ce que, Ouais. parce qu'on a peur des relations, on a peur d'expérimenter, euh, parce qu'on a peur de souffrir, on se cache dans nos appartements, on s'achète deux, trois petits chiens, deux, trois petits chats, puis c'est beau les animaux parce que ça nous enseigne aussi beau, là, mais il y a des fois aussi, il faut se regarder et dire, est-ce que je vais vraiment à la rencontre de l'humain? Euh, j'ai des doutes là-dessus aujourd'hui, dans le monde où on est aujourd'hui. Je pense on se cache beaucoup. Ouais. Pierre, dans un, voyons son nom de famille, mais j'ai un blanc présentement, désolé. Dans Boutin, excusez, ça me fatiguait. Dans son entrevue que j'ai faite avec Pierre Boutin, il dit moi, toute seule chez nous, là, je suis merveilleux. Là. Ben C'est oui, moi qui cuisine le mieux au exact. monde. C'est moi. Tout va C'est bien. exactement ça. Là. C'est- Tout va bien. Je suis la Ben personne la oui. plus fine. Mon Dieu, Ouais, wow, tu sais, je suis merveilleux. Mais oui, mais c'est ça. C'est précisément ça. exact. C'est quand on n'est pas confronté à rien et à personne, on est merveilleux. C'est Puis vrai. après ça, ben, il faut accepter de se voir, tu sais, parce que quand je suis en relation, est-ce que c'est toujours facile? Ça, là, en fait, en ce moment, c'est rendu comme un peu un cadeau. Mais pendant longtemps, c'était très confrontant, là. Tu sais, ça n'a pas été... et c'est pas non plus coupé au couteau, hein. Pareil comme tu as dit tantôt, là. Tu sais, on parle sur des années, là. Tu sais, Et j'avais tendance à retourner toujours vers les mêmes relations, même type de relations. J'avais beaucoup à apprendre, faut croire. On a Bref. tous, Fait on ne sait rien. oui, On part de la prémisse c'est ça qu'on part. on part de la prémisse qu'on ne sait rien. Voilà, ça c'est fantastique. Ça c'est quelque chose que j'essaie vraiment d'incarner. Mm, Je suis pas rendue là, mais j'essaie vraiment de l'incarner. mm. Parce que je sens qu'avec ça vient beaucoup d'ouverture. Beaucoup de curiosité. Quand on part, voilà, voilà. Ben écoute, il y a plein d'affaires qu'on a survolées, mais dans tous les cas, on va refaire une autre entrevue, hein, tu le sais. Ouais, ouais. On va revenir dans quelques mois, puis on va parler, puis là, ben, je pourrais approfondir d'autres sujets qu'on n'a pas eu le temps mais Ouais, dans tous les cas, c'est super, là, tout ce qu'on a dit, là, ouais, c'est juste parce que, mon Dieu, quand on est en chemin comme ça, puis qu'on vit autant d'affaires, il y ouais. a plein de belles choses. Ouais, je me rends Mais compte que des fois, en racontant mes petits trucs de même, parce que pour moi aussi, c'est une première, là, je me disais qu'il fallait que je sorte de derrière mon clavier à écrire, puis que je me montre un peu la fraise, comme on dit, me montrer la face. Fait que d'en parler, parce que tu sais, j'ai une petite crainte, là, il y en a, mon petit enfant derrière m'a dit, My God, là, tu te montres la face à l'écran, là. Qu'est-ce que, oh my God, tu peux pas te cacher derrière tes mots, là. Fait que voilà, c'est fait. Moi aussi, c'est une première pour moi. Fait que j'ai beaucoup aimé l'expérience. Puis il faut que je te dise merci parce que c'est une première que j'utilise le logiciel puis Mm. tout ça. Puis tu sais, tu m'as accompagné là-dedans parce Mhm. qu'on a fait un test Mm. puis tout ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment chouette. Puis là, ça fait au moins 20 minutes que Internet bug de mon côté puis que je nous vois super saccadés. Fait que j'ai aucune idée. Toi, ton côté, t'as l'air, ça saccade dessus? Hey, moi, ça va. Je te vois pas saccadé. Je te vois un petit peu, la figure un peu moins claire, mais la mienne est très, très claire. Mais en même temps, est-ce que c'est juste parce que moi, je me vois à l'écran? Je sais pas si c'est vraiment le serveur qui parle. On verra. Mais en tout cas, le son devrait être Ça bon. dit que c'est le son est excellent. Fait que c'est pour ça que j'ai pas Ouais. intervenu, là, Mm. mais ça m'a rendu moins disponible parce que là, je vois Mm. des images en robot saccadé. Fait que ça m'a un peu affecté. Mais tout était parfait. Mais en conclusion, alors, pour finir, j'aimerais si... Ah, puis je veux juste dire aussi, le rappeler à toi, la personne qui écoute, que avant l'entrevue, là, je dis toujours à mes invités qu'est-ce que je vais aborder. Je leur dis les questions, puis c'est pour ça que, dans le fond, ça l'a autant coulé, parce que tu le savais, c'est ça que je veux te dire, ça l'a super bien coulé, parce que tu le savais, je voulais t'emmener, fait que tu y allais de façon comme naturelle, tu sais, fait que c'était super beau. Mm. Fait que là, en conclusion, y a-t-il une chose qui graphine, j'aime ça dire ça de même, sur laquelle tu travailles, là, sur quoi tu te penches actuellement? Absolument. Tu sais, je te parlais de mon insécurité à mon tout jeune âge. Et comme n'ayant pas. Je me suis pas senti en sécurité, puis je peux le dire jusqu'à tout dernièrement. Le mécanisme, le masque qui vient avec ça, c'est le masque du contrôle.
contrôler son environnement, contrôler... donc, quand je dis contrôler, c'est pas que je suis un contrôlant, c'est pas ça. Contrôlant au sens que je contrôle tout le monde, c'est juste que j'ai de la difficulté à m'abandonner au processus. Tu sais, un processus dans la vie, là, puis je le crois dur comme fer, j'ai des choses très tangibles qui arrivent dans ma vie en ce moment qui me montrent que de faire confiance au processus. Mais il y a encore cette partie de moi qui veut intercéder parce que ça se passe pas assez vite, parce que ça, parce que ci, parce que ça. Puis là, je veux aller au-devant, puis là, je vis une frustration par rapport à ça. Et donc, quand je suis là-dedans, je suis pas bien assis à l'intérieur de moi. Fait que ce que je veux travailler de plus en plus encore, c'est la capacité de m'asseoir le plus souvent possible à l'intérieur de moi, puis de faire confiance au processus et de relâcher les rênes, des fois, dans ce contrôle qu'on peut se mettre pour naviguer la vie. Wow! Mon Dieu. Et qu'on part de là, la prochaine fois qu'on OK. se revoit, on part de On là. verra si je me Qu'est-ce suis... que tu On auras... verra où je suis rendu. C'est ça, tu sais, sûrement que, tu sais, puis j'aime bien dire, il n'y a pas de ligne d'arrivée, hein, Mais non, on l'a dit mais non, tantôt en mais non. pré-entrevue, là. Pour moi, le point A, parce que le point A, le point B, là, moi, le point A, c'est ma naissance, puis le point B, c'est la journée de ma mort. Puis tu sais, l'espace puis entre les tout deux, le c'est reste, tout ce qui est le party. C'est le fun. c'est le C'est le chemin, chemin. ben voilà, tu sais, c'est le chemin. Exact. Donc, t'auras pas franchi la ligne d'arrivée. Non, C'est ça, non, non, non. Non. je sais pas si je te l'apprends, malheureusement. Non, quand j'ai dit où je suis rendu, je n'aurais pas dit si je suis rendu. Oui, non, Je je disais sais. où je suis rendu parce que je ne sais pas où je vais être rendu là. Mais je sais que je C'était serai... pas tant à toi que je le disais Ah, à la personne qui qui écoute, écoute. là. Ah, OK, OK. Mais j'entends, mais c'est une belle vérité, ça aussi. Oui. Oui, ben de penser. Ben, puis tu sais, je le dis parce que je l'ai longtemps cru, puis je le crois encore des fois. Tu sais, fait que les vieilles habitudes ont la vie dure, là, des fois qu'on dit, là, mais c'est ça. Des fois, c'est Fait dans que nos cellules, dans notre ADN bien imbriqué. on pense qu'il y a une fin. Et la fin, c'est quand je vais mourir. C'est la seule fin qu'il va y avoir. Quand quand cette boulette de viande-là va s'éteindre. Ben, ça, Parce c'est que pas une fin, après, c'est juste l'âme est éternelle. c'est juste que tu vas passer sous une autre forme. Tu vas continuer, Voilà. tu vas continuer ton expérience de Voilà. retourner vers la source, d'être expérimenter la vie sur une autre forme, peut-être encore mieux. Je pense que l'âme va toujours choisir quelque chose de mieux à chaque incarnation, c'est ma croyance. Mais là, c'est un autre moins. Oui, mais c'est la mienne aussi, je la partage. On veut toujours s'améliorer. Exact. Alors, je vais conclure l'épisode en disant que toutes les références qu'on a citées, hein, on en a glissé quelques-uns là, par-ci, par-là, seront en description de l'épisode. Et s'il y a quelque chose qui a fait résonance avec toi, cher auditeur et auditrice, ben, et que tu as l'élan de nous l'écrire dans les commentaires, ça va vraiment nous faire plaisir de te lire. Tu peux l'écrire dans les commentaires de l'épisode sur Spotify, dans les commentaires du partage sur la page Facebook de Humaine en processus, et aussi maintenant dans les commentaires sur YouTube. C'est magnifique, tu peux partager à plein d'endroits. Ensuite de ça, si tu ressens que ça pourrait faire résonance avec quelqu'un que tu connais, regarde à l'intérieur de toi si ça peut être pertinent de lui partager l'épisode. Et aussi, bien sûr, Marketing Time, pour en évaluant le balado, puis en lui donnant la meilleure note possible, là, comme 5 étoiles, mettons, ou un pouce en l'air sur YouTube, t'aides les algorithmes là, à les faire sortir, puis à ce que ça atteigne plus de monde. Donc, ça contribue à sa visibilité. Puis pour te garder au courant, tu peux faire suivre le balado ou t'abonner à la chaîne YouTube. Puis tu vas recevoir des notifications à chaque fois qu'on va publier, que je parle au jeu, c'est moi là, jusqu'à maintenant, c'est tout moi qui fais ça, que je vais publier un nouvel épisode. Sur ce, Claude, je te dis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Si tu étais là en personne, là, on ferait stop à l'enregistrement puis je te ferais un gros câlin. je le prendrais puis je t'en ferais un en retour. Je te fais un câlin virtuel. On fait un câlin virtuel à tout le monde. Oui. On en a tous besoin. Merci. Bye. Oui, vraiment. Bye.